Bonjour à tous, merci d'assister à cet événement Apiculture et Conscience, ce premier sommet en ligne, donc organisé sur la thématique coopérer avec les abeilles et se relier au vivant. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Servet. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à cet événement en ligne qui est consacré au lien au vivant et à l'abeille en particulier. Vous êtes psychologue de formation et actuellement enseignante-chercheuse en anthropologie de la communication à l'Université de Liège en Belgique. Vous êtes également autrice de plusieurs ouvrages scientifiques portant sur l'étude anthropologique des relations entre humains et non-humains. Et votre domaine d'intérêt personnel et de recherche concerne vraiment les interactions et la communication entre les humains et les animaux. Et c'est vraiment pour moi un privilège de vous avoir, puisque c'est vraiment un sujet qui fait du sens dans cette approche que j'ai envie d'explorer avec tous nos auditeurs et auditrices et puis tous les intervenants que j'ai sollicités. Vraiment explorer ce rapport au vivant et ce rapport à l'abeille en particulier, puisque c'est un petit peu le domaine que je connais depuis 25 ans. Et il m'a semblé très intéressant de pouvoir vraiment toucher en quelque sorte du doigt ce qui se passe en fait dans cette rencontre entre le vivant et l'humain. Et donc, au regard de cet événement, j'avais vraiment à cœur de faire en sorte que la relation que nous avons avec l'abeille soit plus basée sur la coopération que sur l'exploitation. Hein. Et donc, merci de mettre à notre portée vos connaissances et vos compétences scientifiques sur le sujet. Merci beaucoup. Et pour nos auditrices et auditeurs qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter et puis nous dire qu'est-ce qui vous a amené à travers vos études à l'anthropologie de la communication? Oui, bon, voilà, je m'appelle Véronique Servet, je suis psychologue de formation, comme vous l'avez dit. Et ce qui m'a emmenée en fait à l'anthropologie de la communication depuis la psychologie, c'est précisément un intérêt pour la dimension thérapeutique du rapport aux animaux que j'ai eu en fait dès la fin de mes études en psychologie. Et puis, il m'a semblé évident assez vite finalement cette dimension thérapeutique du rapport aux animaux, pour se comprendre, elle devait passer par une étude de la communication en fait. Sinon, on parlait d'un effet thérapeutique qui était quelque chose de pas expliqué ou explicable ou quelque chose de plus biologique, enfin qui ne me satisfaisait pas vraiment, et que donc l'idée c'était que forcément ça passait par le lien, la façon de se mettre en lien et la communication. Donc je me suis réorientée en fait vers l'étude de la communication et pourquoi anthropologie? Parce que on a besoin quand on s'intéresse au rapport à la nature et aux animaux, d'avoir une conception très large de la communication et pas seulement la communication humaine forcément, pas seulement la communication verbale et pas seulement l'idée d'un message qui transite d'un émetteur à un récepteur, mais vraiment une conception très large de la communication. Et pour ça, il faut un point de vue qui soit pas seulement, je crois, celui des sciences et techniques, ce qu'on appelle les sciences et techniques de l'information et de la communication, qui sont très centrées sur le discours et sur le langage. Donc voilà, pour le dire brièvement, ce qui m'a amené à la communication et à l'anthropologie. D'accord. Et qu'est-ce que c'est précisément l'anthropologie de la communication? Pour ceux qui, voilà, c'est un sujet très vaste, mais voilà, en synthèse, ça touche, j'imagine, beaucoup de domaines différents. Oui, alors en fait, c'est pas vraiment une discipline reconnue quand je dis à mes étudiants, donc je donne un cours d'anthropologie de la communication et je leur dis que ça n'existe pas. C'est un peu provocateur, mais c'est plutôt une approche de la communication qu'une véritable discipline. Il n'y a pas, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de chaires en anthropologie de la communication. Enfin, bref, c'est plutôt vraiment une approche de la communication qui va insister sur le fait que sur la dimension qu'on appelle nous en anthropologie émique de la communication, c'est-à-dire que finalement, on va s'intéresser à toutes les façons qu'ont les gens partout dans le monde de communiquer et pas seulement avec notre définition à nous, mais on va vraiment s'ouvrir à toutes les manières que peuvent avoir des gens de communiquer, aussi, hein, peut-être surtout d'ailleurs avec la nature et le vivant. Et on va aller voir là ce qui se passe et comprendre que la communication, c'est ce qui organise la vie sociale. Enfin, voilà, c'est une vision assez large, en fait, de la communication. Et en quoi cette anthropologie de la communication est importante dans notre société actuellement, aujourd'hui?
Alors moi, je pense qu'elle est importante parce que justement, enfin là, je vais vous donner le fond de ma pensée. C'est plus une conviction que quelque chose qui a été démontré scientifiquement, mais c'est quand même une conviction à laquelle je suis arrivée progressivement, je vais dire. C'est que on a surtout, ben, essentiellement dans notre société occidentale, on a vraiment une conception de la communication qui est très étroite, très technique, voire technologique, comme cette idée, comme je disais, d'un message quelque part qui va être encodé et puis transmis et puis décodé par un récepteur. Et puis on a aussi cette idée qui est problématique, je pense, d'une bonne communication, c'est-à-dire que la communication est vue comme quelque chose qui doit être efficace, surtout, c'est beaucoup repris dans le marketing et dans Mm. toute cette idéologie qui est très présente dans tout le domaine du commerce et du marketing et les écoles de marketing où on leur dit bah, il faut avoir un message efficace, c'est-à-dire qui arrive. Et finalement, la communication, c'est presque vu comme de la propagande, quoi. Enfin, c'est presque de la propagande finalement. Il faut que la cible ait vraiment bien compris ce qu'on attendait d'elle, enfin ce qu'on voulait lui dire, enfin, etc. Donc c'est cette conception aussi très efficace de la communication. Et, euh, et du coup, étant donné aussi la façon dont on se conçoit comme étant séparé du vivant, il n'y a pas de vraie communication possible en fait dans cette conception-là. Il n'y a pas de vraie communication possible avec les animaux ou la nature. Ça, vu qu'il n'y a pas enfin, vous voyez, il n'y a pas un émetteur qui va pouvoir, il n'y a pas de Mm. code partagé d'une certaine façon, comme si c'était un langage. Donc, on a tendance à penser que si je communique avec mon chien ou avec des arbres ou avec la forêt ou la rivière ou que sais-je, ça va être forcément une projection. Ça va être forcément moi qui crois que je communique ou moi qui crois qu'il m'envoie des messages. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité dans cette manière-là, très étroite d'envisager la communication, ben, il n'y a pas de possibilité d'une vraie communication ou d'une communication à double sens. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important de dépasser en fait cette conception très étroite de la communication et de s'ouvrir à des approches beaucoup plus ouvertes où la communication n'est pas vue uniquement comme la transmission d'un émetteur vers un récepteur, mais vu comme le partage ou la création de significations ensemble avec un autre, etc. Donc vraiment, voilà. Et donc pour moi, c'est important pour pouvoir faire valoir en fait que ces échanges qui ont lieu avec les animaux ou la nature ne sont pas de simples projections des humains. C'est pas juste l'humain qui croit que ou qui imagine que. Il y a autre chose que ça. Euh, voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais Oui, oui, c'est très clair, merci ok. beaucoup. Et du coup, votre première expérience avec cette relation avec les animaux, je crois qu'elle date de votre thèse où vous avez donc étudié les rapports entre les dauphins et les autistes, je crois. Oui, c'est Et ça. est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu voilà, de ce sujet-là et surtout peut-être des résultats expérimentaux, puisque ça a été le début aussi d'un certain constat entre voilà, ce que vous appelez plus tard en fait un dispositif d'enchantement, en tout cas les éléments qui concourent à ce dispositif. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de cette expérience avec les dauphins et les autistes? Oui, alors donc c'était ma thèse de doctorat. Au départ, c'était parti comme une expérience rigoureuse, donc j'étais toujours en psychologie à l'époque, rigoureuse où on voulait évaluer ou tester l'effet positif de dauphins sur des enfants, d'interaction avec des dauphins captifs sur des enfants atteints d'autisme. Donc ça se passait dans les années 90. Et alors, c'était une longue histoire, hein, ça a duré 4 ans. On a mené, donc on a vraiment fait un truc très, très expérimental avec un groupe expérimental, un groupe contrôle, et puis un deuxième groupe contrôle, et on voulait vérifier que c'était bien les dauphins qui avaient un effet. Alors, les résultats, je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que ça prendrait 2 heures, mais les résultats, c'était que la première fois qu'on a mené l'expérience, c'est-à-dire avec le premier groupe d'enfants, les enfants ont vraiment énormément progressé. Les enfants qui étaient dans le groupe dauphin ont vraiment beaucoup progressé. L'effet des dauphins a été évalué sur l'apprentissage. Ils ont tous vraiment beaucoup progressé. Ils étaient présents, ils étaient attentifs, ils ont bien avancé. Et tandis que les enfants des 2 groupes contrôle, il y avait un groupe contrôle où l'apprentissage se faisait en classe et puis un groupe contrôle où l'apprentissage se faisait avec un ordinateur et une souris.
eux n'avaient pas beaucoup progressé. Et donc, on aurait pu conclure que waouh, c'est génial, les dauphins augmentent, enfin, l'effet miraculeux des dauphins, ce qui était un petit peu à l'époque, on parlait pas mal de tout ça en fait. Mhm. Mais c'était assez gênant quand même de conclure à ça parce que, enfin, il y avait trop peu d'enfants, il y avait d'autres paramètres qui n'étaient pas contrôlés. Enfin, on ne pouvait pas vraiment conclure à ça de façon rigoureuse. Donc, on a décidé de recommencer l'expérience, de la mener un peu différemment. Enfin, moi, je pense, vous voulez qu'on la mène un peu différemment. Mais finalement, on a répété l'expérience, mais avec d'autres enfants. Et là, les résultats ont été assez décevants finalement. Il y avait pas vraiment, les enfants du groupe dauphin n'ont pas vraiment progressé, pas plus que ceux du groupe classe. Et, enfin, il n'y avait pas vraiment de différence significative. Et donc, il a fallu essayer d'interpréter ces résultats et de comprendre pourquoi ça avait marché la première fois et pas la deuxième. Et, euh, et donc, on pourrait dire que c'est un effet de nouveauté ou quelque chose comme ça, mais c'était quoi cet effet de nouveauté? Enfin bref, en retournant un petit peu les résultats et les observations, parce que j'avais pris plein de mesures, j'avais observé, enfin j'avais fait des observations très très précises de ce qui se passait pendant les séances. Donc en reprenant un petit peu tout ça, finalement je suis arrivée à la conclusion que ce qui avait pas marché la deuxième année, c'était qu'on avait eu une approche hyper expérimentale avec où on n'écoutait plus les enfants d'une certaine façon. Parce que la première année, en fait, on avait mis ça en place, mais un peu avec eux, c'était très expérimental. On ne savait pas trop comment procéder. Donc, on essayait des trucs, on regardait si ça marchait et on ajustait progressivement. Et donc, les enfants, ils avaient été partie prenante finalement du processus. Tandis que la deuxième fois, comme on savait comment faire, puisqu'on avait développé notre protocole, on a simplement appliqué un protocole finalement à d'autres enfants auxquels ils n'ont pas participé finalement à la constitution de ce protocole. Et pour moi, c'était ça qui était la différence essentielle, quoi. Ce qui permettait aussi, alors ça faisait sens parce qu'en fait, dans le domaine de l'effet, enfin, de l'étude des effets thérapeutiques des animaux, il y avait à l'époque une tension assez forte entre des expérimentateurs et des praticiens expérimentateurs qui trouvaient généralement pas de résultats. C'est-à-dire quand on mettait en place une expérience très rigoureuse, très contrôlée, avec un travail sur des grands nombres aussi, ben, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Or, des tas de praticiens rapportaient des résultats, en fait, des gens qui progressaient, ou des enfants, ou des adultes handicapés, ou des personnes avec un handicap mental, ou un problème de maladie mentale, auxquels qui pouvaient vraiment beaucoup avancer. Et donc, ça faisait sens puisque l'idée, c'était que finalement, en standardisant, en appliquant un protocole finalement sur des personnes, ben, on fait disparaître l'effet thérapeutique, c'est-à-dire qu'on neutralise tous les bienfaits potentiels apportés par la présence des animaux. Donc, ça, voilà. Donc là, à ce moment-là, je militais pour dire ne parlons pas d'effets thérapeutiques, mais parlons plutôt de rencontres ou de relations qui se nouent ou qui se développent. Et ça a été un peu le début de mes réflexions dans cette direction-là. Oui, oui. Et donc, ce qui vous a amené finalement à préciser qu'est-ce qui se passe finalement dans la rencontre entre le vivant, entre l'homme et le vivant, ou l'homme et l'animal. Et vous évoquez en fait des expériences en fait que vous dites comme étant des expériences d'enchantement dans cette rencontre dans cette intimité entre le vivant et l'homme, et voire même de transformation personnelle. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer cette définition en fait de ces expériences enchantées ou d'enchantement? Oui, je vais essayer. Et donc, c'est venu, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ça suite, ben, dans le sillage, en fait, de mon travail de thèse, ou pendant le travail de thèse, j'avais été sollicitée par des gens qui voulaient me faire part de leurs témoignages, de rencontres merveilleuses, en fait, avec un dauphin. Et des rencontres qui avaient bouleversé leur vie, en fait. Qui les avaient profondément transformées et qui, quelquefois, les avaient vraiment amenés à reconsidérer toute leur trajectoire de vie. Et à l'époque, je voulais pas trop en entendre parler, je savais pas quoi faire de ça, parce que c'était exprimé dans un langage un peu ésotérique aussi. Ces personnes parlaient de télépathie, et je savais vraiment pas trop comment prendre ça finalement. C'était délicat, quoi, en tant que chercheur.
Et donc j'avais laissé ça un peu dans un coin de ma tête, mais en même temps je me disais mais quand même c'est quand même intéressant quoi. Il doit y avoir des processus de communication là, quelque chose qui se passe qui est intéressant. Ça serait quand même bien d'aller y voir. Et donc c'est un peu plus, c'est progressivement en fait que j'ai et notamment en travaillant avec un collègue qu'on est allé y voir, c'est-à-dire qu'on s'est repenché sur ces témoignages et mon collègue lui travaillait sur la possession dans le candomblé brésilien, donc rien à voir, mais on s'est mis ensemble et on a essayé de regarder ces expériences-là en disant mais au fond qu'est-ce qui en quoi elle consiste et qu'est-ce qui les favorise, et donc on a mené effectivement cette réflexion sur les dispositifs, des dispositifs, ce qu'on a appelé des dispositifs d'enchantement dans les rencontres avec le vivant. Alors je sais plus si votre question elle portait sur je sais plus ce que vous m'avez demandé en fait. Oui, c'était une définition un petit peu de ce mot qui est enchantement ou expérience enchantée, et en quoi elles sont transformatrices. Vous faites référence, je crois, à Arnaud Alloy qui avait travaillé avec vous, puisqu'il était anthropologue plutôt sur l'aspect religieux, et il avait donc étudié les pratiques du candomblé au Brésil, et vous en aviez, par votre travail, comment dirais-je, sur les approches que vous aviez tous les deux dans ce domaine-là, il y avait des similitudes en fait qui avaient été mises en lumière. Et donc, vous avez envie de creuser en fait ces similitudes et en quoi, en fait, quels sont les éléments qui concourent en fait à ce processus d'enchantement ou cette rencontre particulière. C'est un petit peu ça. C'est ça, absolument. Merci pour toutes ces précisions. Oui, c'est tout à fait ça. Et donc, ces expériences d'enchantement, on les a envisagées comme des sortes de moments qui sont des parenthèses en fait, avec un début et une fin où on entre dans une réalité non ordinaire, comme dans le cas de la transe, mais aussi dans le cas de ces rencontres enchantées avec les dauphins. Et dans le cas des dauphins, il y a une forme de communication. Il y a un autre registre en fait de la communication qui s'établit. Et on a essayé de comprendre ce qui les favorisait, en fait, ce qui pouvait les rendre possibles et ce qui pouvait les favoriser. C'est pour ça qu'on a parlé de dispositifs d'enchantement, parce que l'idée, c'est qu'elles vont survenir de façon plus probable dans certaines circonstances, quand les gens sont un peu préparés, par exemple, et notamment dans cette préparation. Mais en fait, il y a ce que nous, on a fait appeler le déverrouillage de l'imaginaire. C'est que ce qu'on a observé, c'est que avant de partir rencontrer les dauphins, les personnes peuvent se documentent, et notamment sur Internet, mais pas seulement, et découvrent qu'en fait, toute une série de récits ou de témoignages qui parlent des dauphins comme n'étant pas de simples animaux, quoi, de dauphins qui sauvent des naufragés, de dauphins qui font des tas de choses. Et l'idée, c'est de se dire qu'en fait, tout ça permet de déverrouiller l'imaginaire. Et si, au fait, finalement, qui sont vraiment les dauphins? Et si c'était pas juste de simples animaux, avec tout ce que ça comporte, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire de simples animaux? Et donc ça ouvre, en tout cas, ça entraîne une forme de réceptivité. Mmh. Et donc ça, c'était un peu l'idée d'une préparation à la rencontre. Et puis après, évidemment, il y a le moment de la rencontre où il y a toute une série d'éléments qu'on a identifiés aussi qui permettent qui font partie de ces expériences d'enchantement, qui sont des émotions ou des ressentis qui sont inhabituels. On a aussi pour nous un élément important de ces expériences d'enchantement, c'était ce qu'on avait appelé l'opacité cognitive, c'est-à-dire que en fait il se passe des choses qui sont ressenties, mais auxquelles on ne peut pas vraiment donner sens facilement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grille d'interprétation facile, disponible, qui peut venir se mettre là et dire « Ah oui, voilà, c'est ça qui est en train de se passer ». Et donc,
cette incertitude, finalement, vient favoriser une... Désolée, j'ai peur d'être un peu technique, parce que c'était le travail qu'on a fait avec Arnaud, c'était finalement assez technique, enfin, c'était assez poussé. Mais donc cette opacité cognitive ou cette impossibilité de tout de suite dire voilà ce qui est en train de se passer, il fait ça, ou en fait ça va favoriser un travail créatif de la part de la personne et qui va je sais pas si c'est pour essayer de donner du sens, mais en tout cas il y a un travail créatif qui se fait, et ce travail créatif il se fait aussi avec les ressentis corporels et avec les émotions qui sont présentes, et donc tout ça débouche sur une forme d'expérience, en fait, où tout ça constitue une forme d'expérience qui est comment je vais dire, tout à fait à la fois inhabituelle, et puis qui peut vraiment s'avérer entraîner une forme de révélation, en fait, pour la personne. Elle va découvrir du nouveau sur elle-même, mais aussi sur son rapport au vivant, va vraiment découvrir une façon différente d'être en relation, on pourrait dire aussi. Et ça, c'est ça qui, moi, m'intéressait, en fait, dans ces expériences. Si c'est pas clair, dites-moi. Si, c'est très clair. C'est ce que vous disiez par rapport, voilà, les similitudes entre le travail d'Arnaud Alloy et le vôtre. C'était vraiment cette mise en évidence que dans l'expérience, vraiment dans cette intimité de la rencontre, il y avait vraiment des similitudes, comme vous le dites, hein, des sensations, des ressentis au niveau émotionnel, ce sentiment d'amour infini, de sentir vraiment qu'il y avait voilà, une suspension du temps, même s'il y avait cette notion de début, de fin, mais il y avait quelque chose qui était un peu hors du temps. Tout à fait. Et comme vous le dites, avec ce sentiment de révélation, d'avoir accès à des informations auxquelles on n'avait jamais accès avant. Absolument. Et donc, ma question suivante, c'est ce que vous avez déjà abordé, c'est que forcément, en étant en contact avec tout ce qui était ressenti, il y avait une transformation personnelle qui était presque induite naturellement, et que le rapport au vivant était presque automatiquement en marche quelque part. En tout cas, oui, il y a ce dont les gens témoignaient, maintenant je n'ai pas été vérifier ce qu'il en était dans leur vie 5 ans plus tard, mais ce dont les personnes témoignaient, c'était effectivement d'une transformation dans le rapport au vivant, qui est perçu comme présent, en fait, comme présent. C'est difficile de dire, de donner les mots, comme plus présent, comme là, comme accessible, et plus simplement comme un décor dans lequel on mène son existence. Et donc une possibilité aussi des possibilités de communication qui sont différentes. Est-ce que ces expériences d'enchantement, sont-elles universelles? Elles concernent tout le monde? Ou est-ce qu'elles sont dépendantes ou est-ce qu'elles varient en fonction de contextes différents, de cultures ou des individus? Ou est-ce que c'est accessible, selon vous, à monsieur tout le monde? Alors, moi, je pense que ça varie beaucoup selon le contexte culturel, principalement selon la façon dont la culture conçoit le rapport aux animaux, aux plantes et au monde vivant, puisqu'on sait que ça varie considérablement, en fait, et que notre rapport moderne, je dirais, ou occidental au vivant est quand même marqué par une rupture fondamentale, où l'homme s'est séparé de la nature par la culture, etc., etc. Donc tout ce qu'on nous apprend à l'école, et ce qui est mis en acte quotidiennement, en fait, dans ce qu'on voit autour de soi. Même si les choses changent là ces dernières années, on voit qu'il y a vraiment, voilà, il y a beaucoup de gens qui essaient de trouver autre chose. Mais oui, je pense que donc si c'est une expérience comme ça aussi d'enchantement, ou si elle prend cette forme-là, c'est aussi parce qu'elle survient au sein d'une société qui considère que les humains et les animaux sont séparés et qu'il n'y a pas de communication possible entre eux. Et donc, pour d'autres, dans d'autres sociétés, il y a une communication évidente et naturelle et permanente entre les humains et les animaux. Et dans ce cas-là,
Il n'y a pas besoin, enfin, ça n'a pas besoin d'un dispositif particulier pour que ça puisse survenir, en fait. C'est quelque chose de beaucoup plus courant, finalement. Même si, même si ça demande quand même, ça peut demander quand même une disposition, mais, euh, mais je peux entendre un oiseau qui crier et je sais qu'il m'appelle ou qu'il s'adresse à moi ou que sais-je. Donc, voilà, c'est très variable, en effet. Ouais. C'est très variable. Et en même temps, est-ce que vous avez pu définir peut-être quels étaient les éléments d'un dispositif qui favoriserait finalement cette rencontre? Parce que je me rends compte, par exemple, avec les différentes interviews que j'ai faites avec des apiculteurs et apicultrices, certains ont vraiment changé leur rapport avec l'abeille et dans une forme de respect, d'écoute, d'avoir les sens vraiment voilà, disponibles en fait pour ressentir ce qui se passe en fait dans le contact avec l'abeille ou avec les ruches. Et par là même, en fait, ils arrivent à être en contact sans aucune protection, à ouvrir les ruches, à faire les récoltes, sans peur. Et c'est comme si cette réciprocité, en fait, se mettait en place dans cette écoute et favorisait finalement ce lien. Et même s'il n'y a pas forcément de communication formelle en tant que telle, il y a comme une compréhension. Et donc, voilà, je voudrais un peu avoir votre avis là-dessus et puis savoir si est-ce qu'il y a des éléments vraiment qui permettraient vraiment cette rencontre, même si elle n'est pas forcément elle ne donne pas forcément lieu à une transformation profonde de l'être, mais qu'est-ce qui pourrait favoriser pour vous cette rencontre avec le vivant et nous, les humains? Alors donc nous, on a étudié enfin dans cette étude-là, on avait étudié des dispositifs qui étaient quand même des dispositifs un peu formels, quoi, vraiment avec je vais pas dire lourd, mais enfin, il y avait une préparation, il y avait une mise à l'eau, il y avait un récit, enfin, donc c'était quand même très, très cadré. Et peut-être à ce propos-là, je voudrais aussi ajouter quand même que on parle d'expérience d'enchantement, mais c'est un terme qu'on a utilisé avec Arnaud pour que les choses ne soient pas situées dans le registre du religieux, en fait. Donc, pour avoir un terme qui permettait de parler de mes rencontres avec les dauphins et de ces possédés, pour avoir un terme qui permettait d'aborder ces deux types d'expériences avec un même mot, et puis pour ne pas se placer dans le registre du religieux. Mais ce que je voulais aussi quand même ajouter par rapport à ça, c'est que les choses ne sont pas non plus automatiques, vous voyez. On peut aussi, enfin, comment est-ce que je veux dire? On peut avoir des tas de dispositifs qui sont destinés à provoquer des expériences d'enchantement. Et je pense par exemple à des sorties baleines, où on va partir en bateau, aller rencontrer les baleines. Et tout ça va être présenté comme étant l'occasion précisément d'une rencontre, d'une expérience d'enchantement. Ça peut peut-être survenir chez certaines personnes, mais en réalité, on est plutôt du côté de l'enchantement de Disneyland que de l'enchantement de mes rencontres avec les dauphins. Et donc, c'est le même mot en fait, mais c'est des choses quand même assez différentes. Donc, c'est pour ça, je voulais juste ajouter ça, que ça me paraissait quand même important. Et par rapport à ce que vous disiez, qu'est-ce qui peut favoriser? Donc, nous, ce qu'on a observé, puisque j'ai aussi observé, parce que par la suite, je me suis aussi intéressée à des expériences comme ça qui pouvaient survenir dans des rencontres avec des chevaux. Il y a une dimension de surprise au départ. Donc, quand ça survient comme ça, spontanément, parce que ça peut aussi survenir plus spontanément, il peut y avoir une dimension de surprise et effectivement voilà, il va y avoir un élément surprenant qui fait que l'attention, elle est, elle est un peu suspendue, ou en tout cas l'intention est suspendue. Il y a pas l'attention n'est pas dirigée vraiment par l'intention avec un but, un objectif précis, mais elle est plus ouverte. Et, et une forme de réceptivité ou de passivité ou de subissement de la situation plutôt que l'activité, en fait. Donc il y a quand même effectivement une attitude comme ça qui peut être observée. Et, et évidemment que c'est une forme de communication, quoi. Forcément que c'est perçu par l'être avec lequel on interagit. C'est perçu sous plein de formes. Enfin, évidemment, si c'est un cheval, ce ne sera pas la même chose qu'une abeille, mais
ça induit des transformations dans la façon, la vivacité, la tension musculaire, enfin tout ça, un cheval, évidemment, il va percevoir tout ça. Et donc, vous avez, je sais pas, est-ce que vous avez des éléments, voilà, pour revenir sur ce dispositif, est-ce qu'il y a des éléments clés? Voilà, c'était plus pour favoriser cette rencontre. Est-ce que, voilà, indépendamment finalement de l'état d'esprit, avec ce côté peut-être un peu méditatif, ce côté un peu d'ouverture, de réceptivité, est-ce que vous avez pu, vous, décoder vraiment des éléments précis qui favoriseraient cette capacité d'écoute et par là même de transformation? Parce que ce qui est intéressant dans votre étude, c'est que à un moment donné, il y avait quand même une transformation. Moi, je parle par exemple de coopération avec le monde vivant, avec le monde animal, avec les abeilles, plutôt que d'exploitation. Et ouais, j'aimerais croire que en fait, c'est parce qu'il y a une transformation intérieure de la personne que ça induit une transformation à l'extérieur par des actions qui seraient différentes. Et du coup, est-ce que finalement, vos études et les dispositifs que vous avez pu mettre en œuvre peuvent finalement aller dans cette direction ou pas forcément? Je sais pas, en fait. Donc, parmi les éléments importants des dispositifs, il y avait ce déverrouillage de l'imaginaire dont j'ai parlé. Il y avait une mise en disponibilité qui se faisait effectivement par une forme de méditation ou d'ouverture. Il y a aussi une forme d'ouverture sensorielle. Et puis, mais au-delà de ça, je ne sais pas en fait si. Donc, j'en ai pas expérimenté. Enfin, on n'a pas fait de travaux expérimentaux où on essayait de créer un dispositif et voir si ça avait un effet sur les gens. Mais ouais, donc là, c'est un peu plus difficile pour moi de vous répondre. Alors, par rapport à cette transformation personnelle dont vous parlez, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée parce que ça intervient aussi évidemment, enfin, c'est l'hypothèse du travail thérapeutique en fait avec les animaux. Enfin, peut en revenir à la question du travail thérapeutique avec les animaux. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette dimension thérapeutique? Et là, moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose de l'ordre de la réorganisation de l'expérience en fait qui se produit à travers le contact avec les animaux, à travers certains contacts avec les animaux, dans le sens où dès le moment où je ne suis pas dans la simple projection, c'est-à-dire où je ne suis pas simplement en train de projeter mes propres représentations sur l'animal, mais donc où je peux m'ouvrir à la perception de lui en fait, ce qu'il est, et essayer de voir un peu les choses de son point de vue. Donc il y a cette dimension un peu d'empathie qui peut intervenir, et pour ça je crois qu'il faut aussi un peu de connaissance de l'animal, je crois. Et bien en fait à ce moment-là, je ne suis plus dans une interprétation ou une lecture automatique et banale et ouais et routinière, je vais dire, de ce qu'il fait. Et donc, si je ne suis plus dans cette lecture routinière et banale de ce qu'il fait en disant, ben voilà, vous voyez, il est en train de faire ceci ou il est en train de faire cela, parce qu'on a des clés d'interprétation qu'on peut utiliser, par exemple dans le cas des chevaux, où finalement rien ne survient, tant qu'on reste dans cette interprétation ordinaire, je dirais, de leur comportement, ben rien ne va se passer. Et pour que quelque chose se passe, il faut déjà qu'il y ait un peu un décalage ou un écart ou quelque chose qui vient attirer l'attention, qui fait qu'on peut à ce moment-là sortir de cette interprétation ordinaire de l'animal, et où les clés finalement de compréhension, on doit les trouver en soi-même. On ne les trouve plus dans les ressources culturelles qui nous sont fournies ou les ressources habituelles d'interprétation. On doit les trouver en soi-même, et ça nécessite ce travail. Moi, je fais référence à Winnicott, en fait, au pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott, qui parle d'agrégation créative de l'expérience.
Et cette agrégation créative de l'expérience, elle se fait précisément dans ces moments d'incertitude où on ne sait pas. Et il faut en fait qu'il y ait cette incertitude, cette oui, cet espace où il n'y a pas de mots et on ne sait pas très bien ce qu'il en est. Et c'est à ce moment-là qu'on doit mobiliser ses propres ressources en fait pour pouvoir entrer en relation et les mobiliser d'une manière créative parce qu'on ne peut pas juste répéter ou appliquer des schémas préexistants finalement sur ce qui est en train de se passer. Et ça, pour moi, c'était un des éléments importants en fait dans la dimension thérapeutique du travail avec les animaux. C'est comme ça que je l'ai envisagé grâce aux expériences d'enchantement en fait, qui m'ont permis de mieux comprendre finalement ce qu'il en est du travail thérapeutique avec des animaux. Et donc on est loin de et c'est en ça que ça va enrichir la personne qu'on est et les ressources dont on dispose et effectivement oui, amener ou amorcer une autre attention finalement aux êtres, aux autres êtres quoi que sont les animaux et puis la nature et les rivières, tout ça. Oui, donc en quelque sorte, c'est vraiment une invitation à avoir une autre grille de lecture, un autre regard en fait sur ce qui nous entoure, le vivant, plutôt que finalement une espèce de formatage auquel on est habitué par des références culturelles, par notre apprentissage. Et c'est finalement de sortir un peu de ce cadre-là pour se laisser surprendre par ce qui est juste là dans la relation. C'est ça. C'est ça, et compter sur ses propres ressources. Je trouve que c'est important, en fait, ces ressources subjectives, en fait, ses propres ressources pour se mettre en relation. Et je trouve que ce qui est important aussi, c'est d'avoir que ça se combine avec une connaissance plus objective, en fait, ou plus éthologique de l'animal, en fait, ou des animaux. Ouais, c'est ça, ou d'un écosystème ou quoi que ce soit, mais cette combinaison, pour moi, c'est vraiment une clé, en fait, c'est cette combinaison d'une forme de connaissance et de savoir qui n'est pas juste de l'intuition, avec justement cette implication de soi et de son intuition. Oui, voilà. Oui, et donc vous l'avez évoqué, je crois déjà, mais c'était la question relative, est-ce que c'est un processus évolutif, cette expérience d'enchantement? Vous avez évoqué que ça pouvait être très spontané, ou éventuellement peut-être avec un contexte particulier le favoriser, mais il n'y a pas de règle générale en la matière? Non, il n'y a pas de règle, puisque moi j'ai fait des entretiens avec des personnes chez qui c'était vraiment survenu de façon tout à fait spontanée au fin fond d'une étable avec un vieux poney grincheux ou bien des choses comme ça. Et tout à coup quelque chose s'est passé. Et puis d'autres fois effectivement où il y a des dispositifs parfois très lourds et où ça ne fonctionne pas quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut pas être et on comprend pourquoi hein, qui peut pas être déterminé. Enfin ça marche pas à tous les coups. Il faut que ça puisse ne pas se passer, que ça puisse ne pas arriver pour pouvoir arriver. D'accord. Et est-ce que vous parliez donc des expériences avec les dauphins et les personnes atteintes d'autisme? Vous parliez peut-être un peu de chevaux, là maintenant d'un âne au fond d'une étable. Est-ce que vous avez d'autres expériences pour nos auditeurs, auditrices, relatives justement à des transformations auxquelles vous avez pu assister suite à ces rencontres comme ça, qu'elles soient spontanées dans toutes les interviews et rencontres que vous avez pu faire? Est-ce que vous avez des témoignages à nous apporter? Alors, on n'a pas j'ai pas fait d'enquête très large sur le sujet, mais traditionnellement, on a un certificat d'université ici à l'Université de Liège en médiation animale et relation à la nature. Et chaque année, enfin tous les 2 ans, parce que ça dure 2 ans, j'interroge en fait les étudiants là-dessus. Enfin, juste. Et je recueille, mais de façon pas du tout formelle, c'est-à-dire c'est juste une discussion. Et on se rend compte que tout le monde a vécu beaucoup de gens ont vécu des expériences comme celle-là, et souvent sans en parler parce que c'est difficile d'en parler culturellement, c'est pas très bien admis ou accepté, ou on ne sait pas comment le formuler.
Et c'est très varié. Ça peut être rencontrer un chevreuil un soir au coin d'un bois, euh, ou avec des animaux sauvages comme des animaux, ou recueillir une souris. Enfin, c'est extrêmement varié avec des animaux sauvages comme avec des animaux domestiques d'ailleurs. Mais je n'ai pas fait de, enfin, j'ai pas recueilli tout ça formellement. C'est juste des Ouais. témoignages comme ça. Hmm. D'accord, donc tout est possible en fait dans la rencontre avec le vivant. Oui, je pense, oui. Oui, parce que c'est aussi un arbre, par exemple, pas nécessairement un animal, en fait. Ça Hmm. peut aussi être, moi, je me souviens aussi de témoignages qui concernaient des arbres. Oui, ben, j'allais pour vous poser la question sur justement sur lors de notre entretien préalable, vous nous parliez justement de vos études actuelles sur la forêt et les arbres. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de ce sur quoi vous travaillez en ce moment dans ces dispositifs de rencontre avec le vivant, arbres et forêt? Alors oui, bah, c'est une étude qu'on fait en collaboration avec Magali Olagné-Beldam, qui est chercheur au CNRS à l'ENS de Lyon. Et puis Pietro Varasso, qui est un professeur du conservatoire ici, conservatoire pour les acteurs en fait, école d'acteurs à Liège. Et donc ensemble, on a mis en place une petite étude où on a, sous la conduite de Pietro, on a emmené une quinzaine de personnes, alors des étudiants de Pietro et puis d'anciens étudiants à moi, euh, faire une balade entre guillemets dans la forêt. Et cette enfin, je sais pas comment l'appeler, marche, on va dire, dans la forêt, avait enfin, se faisait dans un cadre précis. Il y avait une consigne qui était prendre soin de ne pas déranger. Et puis, et à côté, donc, ça se faisait en silence, ensemble mais seul, en silence, prendre soin de ne pas déranger. Et à partir de là, donc on est parti on a marché pendant 3 heures. Parfois marcher, parfois courir, parfois ramper, parfois marcher à reculons. Enfin, ça, c'est Pietro qui guidait. Et ensuite, on a fait des entretiens avec ma collègue Magali sur un moment où il s'était passé quelque chose par rapport à cette consigne de ne pas déranger, en fait. Et là, on est toujours en train de dépouiller en fait ces entretiens, mais ce qu'on voit, c'est que dans tous les cas, il y a des moments qui, enfin, des moments qui nous sont rapportés sont des moments euh, comment je vais dire, bah, de communication en fait avec des arbres, avec une forêt, avec un lieu parfois aussi, qui sont aussi des moments où on retrouve en fait cette forme de créativité et d'expérience, bah, un peu d'enchantement quand même. Et, et voilà, alors je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus par rapport à ça, mais Mais enfin, oui. c'était une manière également d'interpeller vos étudiants sur la relation avec eux-mêmes et leur relation avec la nature, au-delà d'être finalement projetés sur l'extérieur, mais d'être aussi à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur d'eux et de les amener je crois, à indiquer sur un petit carnet finalement leurs sensations, leurs émotions et tous ces aspects-là. Ah oui, alors là, vous faites référence à autre chose. Ah, Désolée. Oui, donc là, vous faites référence à quelque chose que je fais avec mes étudiants en cours, là, pas les ah anciens d'accord. étudiants ou les doctorants, mais qui est dans le cadre d'un cours sur l'anthropologie de la nature et des animaux, où effectivement, l'idée, c'est que, bon, à l'université, on apprend beaucoup de savoir, quoi, sur, mais ici, l'idée, c'était de les amener à réfléchir à leur propre rapport à la nature, rapport qui est quand même culturellement très cadré, quoi. Hmm. Et donc, je les invite à aller toutes les semaines rencontrer un arbre, simplement se poser dans sa compagnie, je dirais, et avec un petit carnet et noter en fait ce qui se passe, ce qui leur arrive, l'évolution de la relation avec cet arbre, et en faire à la fin du cours un petit compte rendu artistique qui est une façon de parler de leur relation
d'une manière non académique, on va dire, sans utiliser les langages académiques, mais en essayant d'utiliser une autre forme expressive et dire quelque chose finalement qu'on n'a pas l'habitude de dire, quoi. Et c'est une manière d'abord pour eux de réaliser que tout ce que je leur raconte, ça les concerne aussi, puisque eux aussi, ils ont un rapport à la nature qui est quand même culturellement déterminé, mais qu'ils ont aussi d'autres ressources pour entrer en relation. Ça leur permet à partir de cette expérience qu'ils font, de ce vécu, peut-être parce que certains d'entre eux sont des anthropologues et d'autres sont des biologistes qui travaillent dans la conservation. Et ces biologistes qui travaillent dans la conservation, si ça se trouve, ils seront amenés à interagir avec des populations ailleurs qui ont vraiment un autre rapport à la nature. Et cette expérience qu'ils ont faite pourra peut-être les aider à se relier à ces gens qui ont un autre rapport à la nature, c'est-à-dire à comprendre ou à voir de quoi ils parlent. Voilà, ces autres personnes. Et donc, à aller au-delà de cette conception très, très occidentale de la nature. Et voilà, et ça marche assez bien, en fait. Je trouve que tous les étudiants ont des dons. Tous, ils font des choses vraiment intéressantes. Et du coup, voilà, ça rend aussi le cours plus vivant. C'est ça. Donc, on arrive petit à petit à la fin de notre entretien et du coup, je voulais, voilà, parmi nos auditeurs, auditrices, il va y avoir des apiculteurs, apicultrices qui vont nous écouter et donc, voilà, ces personnes-là sont en relation directement avec voilà, des colonies d'abeilles qu'on ne sait pas trop encore si elles sont domestiquées ou sauvages. Et donc, dans cette intimité, dans cette relation, au vu de votre expérience multiple dans différents univers culturels, dans différents pays du monde, qu'est-ce qui pourrait, voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de dire finalement à ces personnes qui sont en contact avec des animaux un peu particuliers, des insectes, dans ce rapport au vivant? Je sais pas. Bon. Je sais pas en fait. Je sais pas parce qu'en fait j'ai l'impression que d'une certaine façon c'est eux qui savent, pas moi. Ouais. Donc enfin voilà, je sais pas. D'accord. Bon, c'est juste que enfin, le seul truc qui me paraît vraiment important, c'est de aussi compter sur soi-même pour découvrir des choses en fait. Voilà. C'est pareil pour les gens qui sont en relation avec des chevaux. C'est juste, voilà. Mais à part ça. D'accord, mais ça me va comme réponse, pas de souci. Et donc, pour conclure, oui, il y avait aussi quelque chose qui vous êtes enseignante, et donc il y a quand même le rôle important de la transmission. Hein, et je pense que, voilà, comme tout à chacun, à un moment donné, voilà, et c'est la même chose pour moi après 25 ans finalement dans le milieu de l'apiculture. Il se pose la question à un moment donné de la transmission et de qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, qu'est-ce qu'on a envie de laisser. Et donc, à travers votre expérience, voilà, qu'est-ce qui vous paraît en fait important de transmettre, surtout dans toute l'expérience que vous avez accumulée sur cette communication avec le vivant? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous paraît vraiment pertinent dans cette intimité avec le vivant, puisqu'on se rend compte que finalement on est encore plus vivant quand on est dans cette intimité. Tout à fait. Et quand on découvre finalement des univers différents, hein, on parlait de grille de lecture, et d'ouvrir cette grille de lecture à quelque chose de beaucoup plus vaste, ça nous ouvre quand même des horizons et peut-être même de découvrir que notre propre nature, elle est faite de toute cette nature qui nous entoure et de toutes ces grilles de lecture. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben je vous suis entièrement et je trouve que c'est très enrichissant en fait de découvrir ça et évidemment évidemment pour ce qui me concerne, c'est quelque chose que j'aimerais que mes étudiants puissent entendre. Enfin, ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup à être fort déprimés de ce qui se passe et je l'ai été moi-même pendant longtemps.
enfin de toute cette destruction en fait de la nature et ce mépris pour le vivant sous toutes ses formes que manifeste notre société quand même de façon générale. Et, et finalement, j'ai réussi à me réconforter en me disant que en tant qu'enseignante, ben c'est ça que je peux faire, quoi. C'est peut-être contribuer un peu au changement culturel dont on a besoin, parce que je pense que ce changement dont on a besoin, certes, il est technique ou technologique, mais il est aussi profondément culturel et il concerne chacun, en fait, aussi. Donc, il y a cette dimension collective, mais cette dimension collective, elle repose aussi sur une affirmation individuelle d'une façon de se relier beaucoup plus riche, comme vous le disiez, de découvrir ben, toute cette incroyable richesse et waouh, quoi, il y a tellement de choses, et même au niveau de la science, quoi, je trouve qu'il y a tellement de choses incroyables qui sont présentes juste là, auxquelles on est totalement aveugle, parce que on trouve que c'est ennuyeux, les cours de sciences sont ennuyeux, les cours de biologie sont ennuyeux, enfin, c'est dommage, quoi, mais bon, voilà. Oui, ben, vous parliez tout à l'heure justement de concilier en fait la connaissance. Hein, en fait, dans le dispositif en fait d'enchantement, vous parliez, je crois, de pouvoir finalement combiner, d'être surpris finalement par la découverte de ce vivant qui est en face de nous, et en même temps, à travers la biologie ou à travers la connaissance scientifique, on peut favoriser quelque part cet émerveillement de ce que la nature nous offre, parce que il y a tout cet apprentissage qui nous a été nécessaire pour découvrir finalement comment fonctionne l'autre, ou comment fonctionne l'animal ou le vivant. Et en même temps, dans cette communication, il y a quelque chose qui peut toucher l'émerveillement. Et c'est ce que j'appellerais finalement aussi, on l'a abordé tout à l'heure avec Arnaud, qui était anthropologue plutôt côté religieux. Et vous aviez parlé de ce mot enchantement pour pas avoir cette connotation religieuse, mais on pourrait dire qu'à un moment donné, voilà, c'est cet univers religieux de se sentir vraiment relié au sens étymologique du terme. C'est vraiment, on retrouve la même chose de cette expérience dont certains appellent expérience mystique, d'amour infini, de communion. On pourrait dire que finalement, le lien se fait aussi dans ces approches-là. Oui, et il y a aussi la dimension esthétique qui est Esthétique aussi, hyper oui. présente, ouais, aussi. L'expérience esthétique du rapport à, voilà, qui est aussi une expérience super profonde, quoi. Tout à fait. Donc, toute la beauté du monde, en fait, auquel on peut être émerveillé et qui peut être transformateur pour les personnes qui sont touchées. C'est ça. Et du coup, voilà, tous les outils et tous les dispositifs que vous mettez en place, c'est aussi des outils finalement pour comprendre le monde, pour comprendre comment on fonctionne, pour se comprendre entre nous aussi. Et donc, c'est tous ces éléments-là. Et j'aimerais donc peut-être pour conclure, vous laisser le mot de la fin par rapport voilà, quel message vous auriez envie de transmettre à ceux qui vont nous écouter sur ce sujet, bien que le sujet est très vaste. Je sais pas. Euh, non, je sais pas, en fait. Je suis désolée. Non, mais c'est pas gênant. C'était juste, bah, sinon on peut rester sur cet aspect-là et Oui, rester parce qu'en sur des remerciements et c'est très bien aussi. voilà, parce qu'en fait, j'ai pas tellement l'impression d'avoir un message à transmettre, parce que je trouve que c'est à chacun vraiment de trouver, en fait, quelque chose comme ça. Voilà. Ça pourrait être Ouais. le message, si on veut dire, mais Et voilà, bah, c'est à chacun de trouver finalement sa propre créativité dans son rapport au vivant. et c'est tellement important, en fait. Je trouve que c'est tellement important qu'on puisse, que chacun puisse le faire, quoi, pour lui-même. Ouais. Ouais. Parce que c'est riche de découvertes intérieures quelque part. Bien sûr, ouais, ouais. Et que c'est uniquement comme ça qu'on peut être. C'est uniquement comme ça que ça peut nous importer, ça va m'importer, moi, que tel arbre soit toujours là ou que telle chose. Et puisque ça m'importe, je pourrais peut-être me mobiliser aussi bah, pour le préserver ou pour dire que ça m'importe. Mais, Mm. et ça part vraiment de quelque chose de très personnel, en fait. Et oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Bon, moi je vous propose que sur ce mot de la fin, voilà,
Je vous remercie chaleureusement d'avoir pris du temps sur votre emploi du temps pour partager à la fois votre expérience, votre sensibilité, vos compétences et puis nous amener à travers cette capacité de nous relier à découvrir ce merveilleux de la vie et d'être touché par cela. Ben, je vous remercie de m'avoir donné la parole aussi, et puis pour votre projet aussi. Merci beaucoup, Véronique Servet. À très bientôt. Au Au revoir. revoir.